Bonjour, nous sommes au niveau du service médico-légal du CHU Mustapha. Nous allons découvrir la toute première unité dédiée à la prise en charge des problèmes médico-légaux des enfants victimes de violences. Il s'agit de la prise en charge de toute forme de violence. L'enfant ici sera écouté et accompagné. Il pourra aussi s'exprimer et se confier auprès d'une équipe spécialisée. Professeur Rachid Belhadj, bonjour. Bonjour. Le service de médecine légale vient d'ouvrir une nouvelle unité spécialisée dans la prise en charge des problèmes médico-légaux des enfants. Exactement. Qu'est-ce qui a initié cette initiative? D'abord, c'était un groupe de médecins légistes du service. On a eu l'idée qu'on a proposée à la direction générale de l'hôpital, à travers le conseil scientifique. Donc, on a eu l'idée de, même aussi l'année passée, on avait organisé, vous vous souvenez, une journée sur la violence à l'égard des enfants. Et parmi les recommandations de cette journée scientifique, c'est la création d'une unité spécialisée dans la prise en charge de l'enfant victime de violences, soit des violences physiques ou sexuelles. Donc nous avons travaillé depuis presque 6 mois à réaliser cette unité. Dieu merci, grâce à l'aide de l'administration de l'hôpital et aussi grâce à l'aide des donateurs. D'accord. Il y a des gens qui nous ont aidés justement, le secteur privé, des citoyens nous ont aidés justement à équiper par des moyens simples de cette unité. Donc l'idée c'était, l'idée princeps, c'était de séparer l'enfant victime de violences physiques ou sexuelles du parcours médico-légal d'un adulte. Ça commence par la salle d'attente, avec son environnement, la médecine légale, les gens viennent, c'est un environnement de violence, de victimes de violence. C'est un environnement où aussi certaines victimes, ou bien certains auteurs de violence sont accompagnés des services de sécurité. Et aussi le parcours de l'examen, de la prise en charge par le légiste de ces victimes. L'enfant aussi est noyé dans ce décor qui est un petit peu traumatisant pour l'enfant. Pour cela, nous avons séparé réellement, physiquement, l'enfant de cet environnement. Donc on a créé une salle d'attente dédiée à l'enfant et de ses parents aussi. D'accord, oui. Nous avons créé un environnement propice pour que l'enfant soit calme, même ses parents. Nous avons diminué les délais d'attente. Qui étaient parfois depuis 2 heures, 2 heures et demie, 3 heures. Maintenant, les délais d'attente d'un enfant victime de violence ne dépassent pas les 10 minutes. Parfois, nous avons commencé le 2 mars, je me souviens, 2025. Nous sommes le 7 mai, nous avons reçu 157 enfants victimes de violence. C'est quand même beaucoup, hein? Bien sûr. Qui dit victime de violence, quel type de violence? Donc, il y a la violence routière qui est en tête, l'accidentologie routière. Nous recevons aussi des enfants victimes de violences en milieu familial, en milieu scolaire, sur la voie publique, et aussi des cas, beaucoup de cas, de violences sexuelles. Je vous ai dit, nous avons aussi pensé nous avons créé juste à côté de cette unité où il y a l'accueil, il y a l'interrogatoire qui est très important, et aussi il y a une salle d'examen, vous allez la voir, une salle quand même propre, calme, c'est isolé, parce qu'il y a le côté secret professionnel, secret médical, respect de l'intimité de la personne, de la famille, des parents. Lorsqu'un enfant voit que son propre papa ou sa maman inquiété, il est lui-même doublement inquiété. Donc nous avons pris en considération tous ces volets-là pour essayer de donner un environnement calme et propice. L'enfant est interrogé devant ses parents? Devant ses parents. Et quand il s'agit d'une violence physique ou sexuelle? Il s'agit, lorsqu'on comprend, parce que nous avons des protocoles sur ce volet-là, nous avons, vous allez voir, nous avons numérisé tout le process de l'interrogatoire
avec l'utilisation de certains logiciels qui sont propres à l'enfant victime de violences sexuelles. Donc nous avons une expérience, une idée lorsqu'on s'aperçoit que l'enfant, en réalité, est victime de violences, soit par le papa ou la maman. Là, on est en train de développer avec le ministère de la Justice les outils de signalement. On veut moderniser les outils de signalement avec le juge des mineurs, nous savons très bien. Le signalement est obligatoire? Bien sûr. La loi 2018 nous oblige maintenant, même avant, mais la loi 2018, il y a aussi dans la Constitution. Dans la nouvelle Constitution 2020, l'État algérien a donné une priorité à l'enfant, aux femmes et aux personnes vulnérables. Donc, toutes ces personnes-là, lorsqu'elles sont victimes de violences, transitent par l'amitié légale. Nous voulons aussi, en tant qu'universitaires, préserver la chance de garder la preuve scientifique qui fait défaut dans la démarche médico-légale. Parfois, j'ai reçu des familles où leurs enfants étaient réellement victimes d'attouchement sexuel ou bien d'agression sexuelle avec éjaculation, mais c'était superficiel. Donc, les délais de l'examen. Oui. Cette unité elle fonctionne 24 sur 24, 7 sur 7. Donc, nous donnons la chance, justement, à tous les intervenants d'apporter une preuve scientifique irréfutable. Notre service est doté d'une unité de toxicologie, de cytologie médico-légale, elle est la seule en Algérie, et nous pratiquons des prélèvements. C'est-à-dire, même à 2 heures du matin, on peut pratiquer, déceler, parfois des mineurs, des jeunes filles victimes de violences sexuelles avec soumission chimique. Qui c'est qui pourra apporter la preuve à 2 heures du matin? Si on n'est pas équipé, doté, et aussi respecter le protocole, dans un cadre numérisé. D'accord. Donc il y a une traçabilité. De cela, aussi préserver le diagnostic médico-légal. On ne le donne pas à n'importe quelle personne. Soit c'est sur réquisition, on le donne uniquement dans une enveloppe fermée ou à l'officier de police judiciaire. Si c'est destiné à la justice, la même chose, directement au juge d'instruction, au procureur. Donc nous voulons préserver l'enfant. Et moi, personnellement, à maintes reprises, j'ai procédé moi-même à signaler, à prendre attache avec le juge, avec la brigade des mineurs, la SUTUBL d'Alger, la division centre, bien l'Est ou l'Ouest. Ils viennent, la vérité, dès qu'on les contacte. Et quel est le parcours ensuite dans ces cas? Le parcours, donc on leur donne un rapport, avec bien sûr photo, ils informent le juge et le procureur. L'enfant est retiré à sa famille? Donc c'est le juge qui décide. Le juge, lorsqu'il voit un danger, et nous avons vu plusieurs cas. J'ai vu un cas, un enfant qui a été, il avait l'âge de 18 mois. Et on a, le collègue pédiatre, ont découvert celui des morsures. Des morsures sur tout son corps. C'était les parents? Malheureusement, l'affaire est en cours, c'était sa maman, mais il y a le côté, ce qu'on appelle les psychoses de postpartum. Ah oui, ça, oui. Parfois on ne se rend pas compte. Oui. Une dame, après l'accouchement, elle peut développer dépression une psychose, postpartum. et parfois elle peut aller jusqu'à l'assassinat. Oui. Donc nous avons découvert des traces de violence sur cet enfant. Donc là, il faut le soustraire, le surveiller, et lorsqu'il est soustrait, hospitalisé, on intervient pour qu'il soit hospitalisé, les lésions disparaissent. Donc pour nous, c'est une preuve aussi que la personne, bien sûr, il y a la prise de l'empreinte dentaire, qu'on peut pour déterminer, utiliser, bien sûr, la personne qui était à l'origine, mais celui qui fait ça lui-même est malade. Il en a besoin d'une prise en charge psychologique. Donc ça devient une prise en charge spécialisée. C'est pour ça qu'on a créé une unité spécialisée dans la prise en charge médico-légale de l'enfant. Ça donne des résultats, pas d'incidents médico-légaux. Les parents parfois sont surpris comment dans un hôpital public, on puisse les mettre dans de bonnes conditions, on leur donne à l'enfant, donne un bouquin. Vous le mettez dans des conditions. Bien sûr, on lui donne. Et personnellement, j'ai reçu des enfants, c'était 3 enfants qui étaient sauvagement violentés, et on leur donne des jouets. Il faut voir le sourire de l'enfant. Ils arrivent à dépasser leur traumatisme. Ils arrivent à dépasser. Ils ont besoin de nous, ces enfants. Quand l'enfant a été violenté par l'un de ses parents et que les parents sont là, est-ce que le retrait se fait immédiatement? C'est le juge. Et en attendant la décision du juge? On signale. En attendant la décision. La procédure, elle est prise en urgence.
Les services de police, urgence. ils les auditionnent, ils déclenchent, ils informent le procureur, le juge, il les présente. Nous, on leur donne des preuves scientifiques sous forme d'un rapport avec des images. On a En attendant, modélisé. l'enfant est Et à c'est le juge à lui seul de prendre la décision. De l'isoler, ou bien de le placer dans une famille, ou bien à la grand-mère. Parfois, les choses se compliquent que lorsque c'est une famille nombreuse. Donc, on examine aussi la les autres fratrie enfants. aussi. Le juge, lorsqu'un enfant sauvagement violenté, on examine aussi les autres enfants. Il y a eu des cas, vous avez eu des cas? Bien sûr, on a eu des cas. Donc, la médecine légale, c'est la médecine du silence. Mais dans ces cas, c'est les parents, parce qu'ils ont des troubles psychologiques. La toxicomanie. Ah, oui. Pour l'homme, c'est la toxicomanie. Elle est toujours en tête. Chez la femme aussi, je vous ai dit, la toxicomanie et le problème de la psychose du postpartum. Il y a aussi des terrains un petit peu spécifiques, tels que les parents en instance de divorce, les parents divorcés, chacun accuse l'autre, les enfants parfois qui font des fugues, tout cela on les prend en charge. Et lorsqu'il s'agit d'une mineure, on pratique aussi des tests de grossesse. Oui. Donc vous avez tous les outils scientifiques. Tous les outils scientifiques pour donner une preuve scientifique, même à 2 heures du matin. On l'examine, même avec un colposcope, c'est-à-dire on matérialise la preuve, il faut des prélèvements sérologiques, des prélèvements cytologiques, des prélèvements sanguins, on fait même actuellement des prélèvements de cheveux, de voile. Donc la médecine légale est en train de se moderniser. Donc en plus de la parole de l'enfant, vous avez des preuves scientifiques. Et on a des psychologues aussi, des psychologues spécialisés dans la maltraitance envers les enfants. Ils ont des logiciels. Et croyez-moi, je vous ai dit, on a créé, maintenant on prend en charge les couples, les parents d'enfants victimes de violences sexuelles. On commence à voir des résultats. Parce qu'on a remarqué, souvent, lorsque leur enfant est victime de violences sexuelles, chacun se rejette la responsabilité. Et ça aboutit souvent au divorce. Donc le divorce est un traumatisme plus violent que l'acte sexuel. Dans les violences sexuelles, les auteurs en général, c'est qui? Très proche. Rarement, c'est-à-dire les enfants de bas âge, c'est quelqu'un de proche, hein, le voisin, l'enfant, le mari de la nourrice. Ça a remarqué même parfois des cas de violence sexuelle, ceux qui font les cours à titre individuel. Tout ça, ça commence par des attouchements. Avec l'avènement, bien sûr, des réseaux sociaux, il y a aussi la victime est choisie. C'est pour ça, on demande aux parents de suivre leurs enfants. Et comment les parents se rendent compte? Généralement, lorsqu'ils voient l'enfant change de comportement. Il ne mange pas, trouble de sommeil, devient agité. Là, les parents commencent à s'inquiéter. Il y a parfois des échecs scolaires. J'ai eu des cas où il était brillant, comportement. Donc l'enfant ne parle pas, c'est les parents. Il ne parle pas lorsqu'il est terrorisé par l'agresseur. Parce que l'agresseur, il est proche, lorsqu'il le prend en photo. Il y a la menace, il y a le chantage. Toutes ces situations, on les a vécues. C'est pour ça que la prise en charge, elle est multidisciplinaire. Donc l'enfant, il arrive à s'exprimer ici? Après, bien sûr. Dans le service? Dans le service avec la psychologue. Mais on doit quand même être prudent. On a eu parfois de fausses accusations. C'est pour ça l'intérêt. Comment on se rend compte? La preuve scientifique. Oui. La preuve scientifique, je me souviens d'une petite fille de 13 ans, elle était enceinte. Ah oui. Elle a accusé son enseignant. Ça arrive souvent. Donc nous avons attendu, le juge d'instruction était sage. Nous avons attendu jusqu'à ce qu'elle termine sa grossesse. Nous l'avons prise en charge. Chez nous à l'hôpital, c'était une grossesse à haut risque. Petite femme de 13 ans, lorsqu'elle racontait les faits avérés, des faits, donner des détails qu'un enfant ne puisse pas donner. Oui. Elle a accusé l'enseignant. Après avoir fait l'ADN, donc on s'est rendu compte que c'était son papa. Oh. Pourquoi avoir choisi une autre victime que son papa? Et nous, on a l'expérience. On a l'expérience. Vraiment, lorsque l'enfant est traumatisé, il y a complicité. Oui. On l'oriente vers le... Mais l'amitié légale ne s'arrête pas là. On examine aussi les autres enfants.
lorsqu'un enfant, ce qu'on appelle les pères tyrans. Et en général, donc même les autres, ils sont victimes. Ils sont examinés. Et souvent, on trouve que même les autres ont été victimes de là. Mais ce qu'on trouve dedans, il y a la toxicomanie, l'alcoolisme, parfois des problèmes psychiatriques. Mais avec la complicité de la maman. Par peur? Oui, c'est des papas tyrans. Ça existe, c'est rare, mais ça existe. Donc c'est pour ça l'intérêt, le législateur algérien. Est-ce que les familles, elles ont cette culture de signalement, de venir Il y a l'ancienne génération, peu. Maintenant, ça c'est tout dans les histoires familiales, l'inceste. Mais dans le violence, comme ça, elle découvre que son enfant est victime d'agression, d'attouchement sexuel, fait le quartier, ou à Rossière, elle dépose plainte. Elle dépose plainte. Nous, on est plus prudents dans les histoires de couples en instance de divorce ou divorce. Il y a beaucoup de fausses... Oui, parfois, malheureusement, ils utilisent l'enfant comme moyen d'obtenir un avantage juridique. Ah oui. Donc, on a l'expérience du légiste. Donc, on est passé de l'expérience à la preuve scientifique, à l'humanisme, au respect de la dignité humaine. Il faut voir les parents qui ramènent un enfant victime de violence, soit d'un accident de la circulation, soit d'une agression physique par une blanche, ou d'une agression sexuelle. Et il faut les assister, ces gens. Il ne faut pas les laisser comme ça. Essayer de discuter avec eux, de les accompagner. Parce que généralement, même eux, ils ont besoin d'une prise en charge. Oui. Pour ça, les établissements de santé. J'étais directeur de thèse, de 2 thèses, sur qui prendra en charge réellement les victimes de violences sexuelles. Oui. On a fait des études, est-ce que c'est la gynéco-obstétrique? On ne peut pas mettre un enfant victime de violence, une petite fille de 13 ans, comme ça, dans plein milieu de gynécologie. Oui. Avec une femme qui accouche, qu'elle soit examinée. Ou bien en chirurgie infantile, ou bien en chirurgie générale, en médecine. Et le comble, c'est que le secteur privé ne s'intéresse pas du tout de ces problèmes. Ça ne rapporte pas d'argent. Pas uniquement. Ils ne veulent pas de problème. Il s'agit de responsabilité, il s'agit de problèmes de justice, de témoignage. Nous sommes habitués à ce travail-là, de témoigner. Vous subissez des menaces? Non, pas à ce point. Pas à ce point, menace, non, mais parfois, il faut comprendre l'humain. On a l'expérience. Parfois, une maman agitée, un papa agité, ou parfois une maman qui veut avoir ce qu'elle voudra avoir. Comme preuve, elle utilise tous les moyens. Nous, non, c'est une science. Nous utilisons nos moyens, notre expérience. La dernière parole est à la science. La dernière parole revient bien sûr au juge, et le juge vous dit, bien, la parole revient à la preuve. Et la preuve, elle est scientifique. Mais nous, on doit être complémentaires. C'est pour ça, en tant que professeur de médecine légale, à travers notre académie, c'était l'un de nos objectifs, justement, de créer ces unités, c'est la formation. Il faut former tout le monde. Former les intervenants, l'officier pour judiciaire, lorsque quelqu'un... c'est un message, lorsque vous suspectez que votre enfant a été victime de violences sexuelles, ou vous déclare qu'il a été victime de violences sexuelles, il faut quand même ne pas le laver. Oui. C'est-à-dire une toilette intime, puisque ça efface les traces. Il ne faut pas jeter les vêtements. Voilà, et surtout, ne pas l'agresser. Oui. Ce n'est pas de sa faute. Parfois, on reçoit des enfants qui sont victimes de violences sexuelles et aussi victimes de violences de la part de leurs propres enfants. Ah, oui. Un enfant de 8 ans, 7 ans, même 10 ans, 12 ans, c'est un enfant. Ce n'est jamais de sa faute. Pas de sa faute. Oui. On est là le protéger. Il faut faire très attention, donc ça nécessite la formation de tous les intervenants. Justement, cette unité, c'est une première en Algérie. C'est une première. Le personnel est formé actuellement aussi. Oui, nous avons choisi les personnes qui interviennent, même les psychologues, on les a dotés de moyens, on les a envoyés pour une formation, pour se spécialiser dans les enfants victimes de violences, même les couples. Nous prenons aussi les couples qui sont victimes, les deux, c'est-à-dire la femme battue. Oui. Nous avons une unité de consultation de ces femmes-là. À un certain moment, nous avons organisé même des thérapies de groupe pour ces femmes battues. Elles parlent entre elles. Bien sûr. Oui. C'est une nouvelle thérapie. Oui. Et ça donne des résultats. Nous voulons une société
équilibrée, une société protégée, épanouie, une société moderne. Bien sûr, dans un contexte, nous sommes musulmans, nous avons notre histoire, nos traditions, nos cultures. On doit les respecter, ça c'est important. Mais ce n'est pas interdit de se développer, de se moderniser. Ça prend de l'ampleur, la violence à l'égard des enfants, toute seule. C'est un phénomène. Et ce qui nous inquiète, ça ne reste qu'un chiffre noir. Nous n'avons pas les chiffres exacts. Nous n'avons pas les chiffres exacts. Il nous est parfois difficile, en tant que légiste, de pratiquer l'autopsie d'un enfant qui a été assassiné. Ah oui? Ah oui. L'autopsie de l'enfant nous marque, surtout lorsqu'il s'agit de victimes de violences, d'agressions sexuelles, suivies de crimes. Oui. Nous sommes presque interpellés, en tant que société civile, en tant qu'universitaire, on n'a rien fait pour protéger cet enfant. Pour ça, il faut lutter. Et le concept moderne de la victimologie. Même l'auteur des violences, il faut le prendre en charge. Le mettre en prison pendant 20 ans et le relâcher après son prison de charge réelle, il va ici. C'est l'amitié, la vision de l'amitié, parce que celui qui a commis le crime, lui-même a été souvent victime de violences sexuelles durant son enfance, qui n'a pas été ni réparé, ni pris en charge, ni suivi. Et ces enfants victimes de violences, ils sont suivis après? Bien sûr. Comment? On a un psychologue, il y a des consultations espacées, et nous avons numérisé, parfois l'intelligence artificielle nous signale que voilà, cet enfant est passé déjà 2-3 fois chez nous. D'accord. Pas normal qu'un enfant est victime une fois d'un accident dans la voie publique, une deuxième fois d'une agression à l'école, troisième fois à la voie publique. Donc ça devient une victime potentielle, on essaie de comprendre, on le signale aussi. Le harcèlement, c'est une violence? Le harcèlement moral, généralement, nous en métier légal, on les présente, c'est des personnes sans violence. Sans violence physique, mais on essaie de les présenter chez les psychologues. Malgré que le harcèlement est une infraction pénale, le législateur algérien, mais il faut apporter la preuve. Ah oui. La preuve, mais nous, en tant que légistes, on ne peut pas apporter la preuve. C'est aux enquêteurs, c'est aux juges de ramener la preuve, mais ça existe. Il y a une autre forme qui nous inquiète un petit peu, c'est cet harcèlement des parents pour que leurs enfants réussissent. Oui. D'avoir un bac de 19 sur 20. Pas que le bac, hein, même le primaire pour passer les... Voilà, non, mais en réalité, on le prépare. Oui. On veut que notre enfant réussisse à avoir un 10 sur 10 au primaire, puis avoir un 19,5 au B1, mais avoir un 19 aussi au bac. Oui. C'est une forme d'harcèlement. Faire attention, on va tout près de l'enfant. Un enfant qui ne dort pas assez, un enfant qui ne fait pas de pratique de sport, n'a pas de moment de loisir à lui, vous allez le surmener, vous allez le stresser. Ça peut avoir un impact sur ça. Bien sûr, un impact sur sa santé. Un impact réel sur sa santé. Nous voulons un équilibre. Même nous devons redonner, c'est-à-dire au bac, sa vraie valeur. Faites très attention. Voulons-nous préparer une jeunesse de demain? Et ces enfants, ils arrivent à dépasser leur traumatisme? Certains, oui. Donc pas tous? Mais sans prise en charge spécialisée comme ça, sans respect dans les moments chauds. Pour ça, nous intervient dans les moments chauds. Oui. Ça reste dans son esprit. Ça ne restera jamais jusqu'à sa mort. Le moment de l'agression sexuelle et le moment de l'examen aussi. Donc nous voulons, nous, en tant que citoyens, d'intervenir durant ce moment et de donner la preuve réelle. Parce que la tristesse des mamans, lorsqu'on leur donne un certificat vide, quand il y a partage de violence, et son enfant parle qu'il a été fait des attouchements. Dans ce cas, comment vous faites quand il n'y a pas de preuve scientifique? C'est au juge. Juste s'il y a des témoins, s'il y a des enregistrements, s'il y a des messages, s'il y a des aveux, est-ce qu'il est habitué, le monsieur, à faire retracer parce que le juge ne pourra pas aussi inculper des personnes qui n'ont pas commis. Sur la base de... Très attention. Tout cela, donc, c'est un métier. C'est un métier que tout le monde doit intervenir pour protéger l'enfant de ces... des situations très particulières pour lui-même, pour la famille. C'est une unité dédiée uniquement à la consultation infantile pour les enfants dont l'âge ne dépasse pas les 16 ans, 16 ans inférieurs, soit ils sont victimes de coups et blessures volontaires,
Soit ils sont victimes d'un accident de la circulation, coévolution involontaire, ou bien c'est des victimes d'agression sexuelle. Quoi que ce soit l'entité pour consulter le médecin légiste, on reçoit les enfants, avec leurs parents bien sûr, on leur donne une petite histoire comme ça. Ils sont nombreux dans la salle d'attente, ils peuvent passer le temps avec cette histoire. On reçoit la victime qui est mineure avec son tuteur légal, soit le papa ou la maman. Sinon, ils sont venus sur réquisition de la police ou bien de la gendarmerie, donc il y a une autorité requérante, il y a la victime. Comme ça, on va constituer tout un dossier numérisé. Il sera, la victime passe en premier lieu à l'accueil, où on doit constituer un dossier complet, dossier médical de la victime, qui va porter le certificat descriptif initial. Non, le certificat descriptif initial, ça se passe dans les autres spécialités. Par exemple, s'il a été victime de coévolution volontaire ayant occasionné un traumatisme physique, elle va passer en CCI, elle va bénéficier d'un certificat, premièrement, des premiers soins, pour ne pas avoir une urgence, pour juguler l'urgence. Après, elle va bénéficier d'un certificat certificat descriptif initial. Dès qu'elle atterrit en médecine légale, on reçoit le dossier complet, le certificat descriptif, la photocopie de la pièce d'identité de l'un des parents, celui qui l'a emmené, et on va constituer un dossier. Le dossier, il est purement numérisé. On va accéder, chaque médecin a son code. Il va accéder à son code, il va faire l'interrogatoire complet concernant les circonstances des faits, soit le coévolution volontaire, ou bien les accidents, ou bien la violence sexuelle. Concernant les circonstances de l'agression ou de l'accident, on va tout rapporter. On a tout un questionnaire, tout est numérisé, tout un questionnaire pour remplir toutes les questions. Et c'est anonyme, tout à fait anonyme. Donc c'est en intra, c'est un réseau numérisé. Nul ne peut accéder, sauf le chef de service qui a l'habilité d'accéder au dossier. Après l'interrogatoire précis, on va raconter toutes les circonstances. Il va passer à la salle de consultation, de l'examen. Chaque praticien, bien sûr, possède un outil de travail, à savoir la tablette, pour prendre en photo toutes les lésions. On va prendre en photo. Il y a une table dédiée pour l'examen. Il y a le pèse-bébé, bien c'est en quelque sorte c'est pour avoir la toise et le poids. Ici, l'enfant va bénéficier d'un examen complet, un examen corporel complet, pour qu'on puisse accéder au réseau et on va délivrer tout un certificat, on va tout mentionner. L'examen clinique sera traduit sous forme numérique, on va constater les lésions, tout ce qui a été constaté sur l'enfant vers l'ordinateur. Comme ça, le format final du certificat sera ce spécimen. Il y a tout ici. Et la finalité, c'est de fixer l'incapacité totale de travail, bien sûr, pour qu'il puisse procéder à la voie judiciaire, juridique. D'accord? L'outil de travail, comme je vous ai dit, il y a la tablette pour prendre en photo. Dès qu'on termine l'examen, on va transférer les fichiers vers le réseau. Chaque médecin a son compte. Il y a tout type d'examen, à savoir le constat médico-légal, coévolution volontaire, coévolution involontaire, la garde à vue, l'examen médico-légal, les certificats de décès, les certificats de violence sexuelle, d'alcoolémie, etc. Dans cette unité, on s'intéresse uniquement aux enfants victimes de coévolution volontaire, coévolution involontaire des accidents de la circulation, des fois les constats médico-légaux, et surtout les violences sexuelles, les enfants qui ont fait l'objet d'une violence sexuelle, surtout les mineurs, donc vous savez qu'il s'agit d'un drame vraiment. À côté, il y a une psychologue. À côté, très bien. L'examen organique somatique effectué ici, la finalité, c'est de délivrer un certificat final pour qu'il puisse procéder à la voie judiciaire. Dès qu'on termine avec l'examen somatique organique, l'enfant sera passé en consultation spécialisée en psychologie pour évaluer son état psychologique. Probablement, elle va prendre d'autres rendez-vous et sera suivie à notre niveau. Comme ça, pour prendre en charge
en quelque sorte d'une façon adéquate l'enfant, qui est une entité vulnérable et il fait partie de la tranche des personnes vulnérables. Donc c'est une unité de cytologie médico-légale. Lorsqu'un enfant est victime de violences sexuelles, avec attouchement, ça veut dire sans laisser de traces, mais l'auteur de ces faits pourra laisser sur la victime ses traces biologiques. Parmi ces traces biologiques, il y a soit les cheveux ou le sperme. Donc, pour apporter la preuve scientifique, cette unité, on fait des prélèvements, justement, dans les parties génitales, anales, autour des régions suspectes, et on fait un examen cytologique. Voilà, la lame, c'est le médecin qui la prélève, et l'étale, et le médecin cytologiste, c'est des spécialistes en cytologie médico-légale, qui font la recherche avec le microscope, la présence de sperme. Ils peuvent même le prendre en photo, le quantifier, voilà. C'est des images d'une jeune de 13 ans qui a été victime de violences sexuelles, attouchement, sans laisser. Lorsqu'on a fait des prélèvements, regardez les cas réels, hein, bien sûr. Si on agit, regardez cette forme-là. C'est une preuve qu'il y a eu, ça c'est la tête d'un spermatozoïde. Donc c'est une preuve qu'il y a eu réellement acte sexuel. Il ne faut pas dépasser combien de jours En 3 à 5 jours. Mais il ne faut pas laver. Oui. Si on lave, ça disparaît. Ah, ça disparaît. Si on applique du Daquin, du savon de Marseille, ça disparaît. C'est pour ça qu'on dit aux parents, il ne faut pas les laver, il faut qu'on les examine en urgence, rapidement, dans cette unité. Et aussi, il faut ramener leur vêtement. Parfois, on découvre les traces de l'éjaculation sur les vêtements. Donc, la preuve scientifique. Parfois, lorsque c'est-à-dire le parcours de la victime, ils sont en gynéco, en chirurgie infantile, n'ont pas les moyens de prélèvement parce qu'il faut préserver, sauvegarder le prélèvement. Il doit être à l'abri de la lumière, de la chaleur. Bien sûr, sinon, ça va être dégradé. J'ai une personne victime de violence sexuelle un jeudi, ils vont lui dire repasser le samedi ou le dimanche, et ainsi de suite. Donc on perd du temps. Perd du temps. Et même dans les services des urgences, ils sont un petit peu dépassés, souvent dépassés par les problèmes de grossesse, des urgences gynécologiques, ou bien dans les urgences chirurgicales. Donc la place de la victime de violence sexuelle, elle n'est pas. C'est dans cette optique-là, mais il reste toujours dans la complémentarité. Et parfois, on a l'avis, on a besoin d'un avis spécialisé, hautement spécialisé, dans certaines situations particulières, telles que dans les malformations, des pathologies qui peuvent donner l'aspect d'une violence, d'une trace traumatique de violence sexuelle. Depuis 2024, l'ouverture de l'unité de violence sexuelle, on a repéré plus de 25 cas de pré-gabalit, soumission chimique soulevée de pré-gabalit. Avec d'autres drogues, bien sûr, pas seul, mais on observe beaucoup de cas de soumission chimique soulevée de la pré-gabalit. À notre niveau, il y a une nouvelle unité qui est la consultation infantile, que ce soit les violences, ce n'est pas seulement des violences physiques, mais peuvent être des violences chimiques, par l'utilisation de produits chimiques, que ce soit par les parents, la nourrice, à l'école, pour rendre la personne plus vulnérable, exactement. Donc il y a l'utilisation de certains produits chimiques, que ce soit des drogues ou bien même des médicaments. Médicaments tels que les antihistaminiques à la recherche d'effets sédatifs pour sédater l'enfant, pour le rendre plus calme, etc. Dans notre situation, on est des pharmaciens toxicologues. On est spécialistes, donc nous réalisons les analyses à notre niveau afin de rechercher ces substances. On a des tests d'orientation, mais qui ne sont pas spécifiques. On doit les confirmer par des méthodes de référence plus performantes, telles que la chromatographie phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse, qui nous permet de détecter ces substances même à des doses basses. Donc vraiment, même une seule utilisation nous permet leur détection. Par la suite, des fois, le patient ou bien l'enfant ne se présente pas dans les délais car le médicament est rapidement éliminé parce que c'est une seule forme galénique. Donc, on a tendance à alterner avec d'autres matrices ou d'autres échantillons tels que les cheveux. Parce que les cheveux, il y a un passage des molécules. Chaque 1 cm représente un mois. Donc, on reconvoque la victime, que ce soit l'enfant ou bien même la jeune fille qui a subi la violence, après un mois pour la réalisation de ce prélèvement pour rechercher
est-ce que, certes, il y a l'utilisation de ces produits ou non, et on va faire plusieurs étapes. Comme j'ai dit tout à l'heure, que les cheveux sont vraiment délicats pour l'interprétation, car il y a une contamination extérieure, il y a un passage, surtout pour les enfants qui sont plus ou moins proches à leurs parents. Donc, il y a un passage étroit des molécules, que ce soit des cheveux de la maman ou du papa vers les cheveux de l'enfant, car les cheveux de l'enfant ont une particularité. C'est des cheveux fins et aussi quand il y a beaucoup de pores, donc ils sont plus sujets à ce genre de contamination. Donc, on est en train de valider sur cette matrice afin de rendre des résultats fiables, que ce soit pour le médecin légiste ou procureur lorsqu'il y a réquisition.